Ça y est, Monster Hunter World Iceborne est enfin sorti. Et parmi tous les nouveaux monstres, les nouvelles sous-espèces surpuissantes, le nouveau dragon ancien et cette zone de glace inédite que ce DLC apporte, moi ce qui m'a fasciné, c'est la nouvelle cantine. Déjà dans Monster Hunter World, les cinématiques où les palicots cuisinent les repas m'avaient fasciné, et surtout donné très faim, avec ces chats cuisiniers qui coupent la viande, font cuire un poisson et touillent la soupe, avec un montage très rapide, presque épique, qui contraste avec cette touche finale pleine de délicatesse, cette petite branche de thym ajoutée par le chef sur les plats à la toute fin. Difficile de ne pas être en appétit devant cette débauche de plats tous plus saisissants les uns que les autres. Et Iceborne, avec son nouveau personnage, la grande Meowtress Quisto, amène une nouvelle cinématique, un peu plus calme, moins rapide, mais où chaque élément, chaque plan est incroyable tant il met en appétit. Cette viande qui est attendrie avec beaucoup d'amour, le gratin qu'on voit cuire dans le four, la petite cuillère de crème ajoutée à la fin dans la sauce qui se mélange, et le ragoût final avec ce pain bien doré disposé juste à côté. Et c'est assez rare qu'un plat dans un jeu vidéo donne réellement faim rien qu'à le voir. La première fois que ça m'était arrivé, c'était dans Final Fantasy XV, qui avait utilisé des photos pour modéliser ses plats. Mais la cantine de Monster Hunter World amène ses plats encore un peu plus loin. Et je me suis demandé comment elle faisait pour rendre ses plats aussi appétissants. Et pour y répondre, je me suis tourné vers un film où des animaux préparent aussi des bons petits plats. Je suis allé voir comment Ratatouille, le film de Pixar, avait fait pour rendre ses plats aussi appétissants. Quand Brad Bird a eu l'idée de faire un film à propos d'un rat qui devient cuisinier, un défi s'est tout de suite posé pour Pixar. Comment rendre de la nourriture numérique aussi appétissante que la vraie? Comment faire saliver les spectateurs et les spectatrices avec des images de synthèse? Le dernier film sorti avant Ratatouille où on pouvait apercevoir de la nourriture, c'était Les Indestructibles. Et on peut voir que la façon de représenter la nourriture n'avait rien de naturel ni d'appétissant. À ce moment-là, ce n'était pas un problème puisque ce n'était qu'un élément de décor parmi tant d'autres. Mais dans un film où la nourriture est centrale, presque un personnage principal, cet aspect un peu plastique et rigide, avec cette viande qui ne se déforme pas, qui ne se coupe pas, qui n'a pas l'air naturel, ne pouvait pas fonctionner. Pour réussir le tour de force de passer de la nourriture plastique à des beaux plats qui donnent l'eau à la bouche, les équipes de Pixar ont dû étudier des photos de nourriture pour repérer ce qui donnait un air appétissant à l'image. Quels sont les éléments qui nous permettent d'anticiper le goût du plat alors même qu'il est virtuel et sur un écran? Le chef Michael Warch a même été consultant pour ce film, permettant aux équipes de mieux comprendre comment une cuisine d'un grand restaurant fonctionne, quels sont les gestes des cuisiniers, comment ils manient les outils, et évidemment comment la nourriture est préparée et présentée. Et ils en sont venus à regrouper ce qui rend les plats appétissants en 4 grosses catégories. En premier, c'est le softness, c'est-à-dire la façon dont la lumière peut traverser plus ou moins intensément les aliments. Et c'est cette translucence qui permet de donner cette impression que les légumes sont bien cuits, que les fruits délicats comme les fraises sont frais et juteux, ou encore que la viande a une cuisson parfaite. C'est la première étape pour s'éloigner du rendu très plastique des aliments et commencer à donner faim aux spectateurs et spectatrices. Ensuite vient la réflexion, la façon dont la lumière va être renvoyée par les aliments, plus ou moins intensément jusqu'à agir comme des miroirs. Cette façon d'avoir des reflets sur les sauces, ou certains fruits comme les raisins, ajoutés à la translucence, va donner un côté brillant et appétissant. Et c'est d'ailleurs une technique très connue des pâtissiers qui rajoutent une couche de sucre sur les pâtisseries pour leur donner un côté lustré, brillant et encore plus appétissant. En troisième, et principalement pour les viandes, ce qui donne cet air appétissant, c'est le flou. Le fait que les lignes de la viande ne soient pas nettes et marquées, mais diffuses et subtiles, quasiment indiscernables. C'est le flou qui donne cette impression de cuisson parfaite, de viande qui a bien mariné et qui a cuit longtemps dans son jus. C'est le flou qui donne cette impression que les fibres sont souples et tendres. Et si c'est particulièrement efficace sur la viande, les équipes de Pixar n'hésitent pas à en diffuser subtilement sur à peu près tous les aliments, pour donner un peu plus une impression de plat cuit, et surtout d'aliments qui se mélangent légèrement dans l'assiette, même après la cuisson. Et enfin, le dernier élément visuel qui met nos sens en appétit, c'est la saturation, c'est-à-dire l'intensité des couleurs. Plus les aliments sont saturés, plus leurs couleurs sont marquées et s'éloignent des teintes de gris, plus ils auront l'air frais et juteux. A contrario, plus les couleurs vont être ternes et désaturées, moins les aliments seront appétissants et pourraient même avoir l'air d'être pourris et non comestibles. Et c'est en cumulant et en ajustant chacun de ces 3 paramètres que les équipes de graphistes et de 3D artistes ont pu, par exemple, donner l'impression que la fraise que mange Rémi au début du film est extrêmement juteuse et fraîche, et s'oppose à la nourriture des poubelles presque en train de pourrir que son père lui donne à manger. Et c'est de cette façon que chaque plat, chaque aliment a été pensé et travaillé. Et toutes ces techniques se retrouvent dans les plats de Monster Hunter, et encore plus dans l'extension Iceborne, quand la Meowtress Quisto concocte son ragoût aidé des palicots. Et on peut voir comment la translucence, les reflets, le flou et la saturation des couleurs sont utilisés pour rendre la nourriture appétissante. Les légumes, la viande et la sauce ont chacun des petits reflets lumineux. Quant à la petite touche de crème qui est ajoutée à la sauce, elle la fait changer subtilement de couleur. Le gratin qui cuit est très lumineux, presque incandescent, et donne cette impression de translucence, tout comme les légumes plongés dans la sauce qui mijote.
Et évidemment, toute la vie, toute la fumée qui se dégage de chaque plat et de toutes ces préparations ajoute à chaque fois un peu plus à notre appétence. Mais si Ratatouille a posé les bases de la nourriture appétissante en 3D, Final Fantasy XV est aussi passé par là, et Monster Hunter World s'en inspire tout autant. Final Fantasy XV avait réussi le tour de force de créer des plats réellement appétissants dans un jeu vidéo. Et pour réussir cet exploit, de véritables cuisiniers ont préparé les plats, qui ont ensuite été photographiés sous tous les angles pour être scannés en 3D par des logiciels. Et ce n'est qu'ensuite que les artistes 3D ont commencé à travailler dessus et à finaliser les modèles et les textures. Et si les plats de ce Final Fantasy ont l'air si appétissants, c'est simplement parce que la base du modèle 3D c'est la photo du plat. Et ça se voit quand on compare le modèle inclus dans le jeu et la photo originale. Il y a tout le travail de traduction en 3D, mais les proportions ne changent pas et les éléments sont disposés à l'identique. Et je ne serais pas surpris d'apprendre que Monster Hunter utilise aussi des photos de plats cuisinés comme base pour ses séquences. La représentation de la nourriture dans les jeux vidéo a beaucoup évolué, et particulièrement rapidement ces dernières années. Et c'est certainement allié avec l'apparition des bars et restaurants pop-up sur le thème des jeux vidéo qui fleurissent régulièrement au Japon. Il y a par exemple le Eorzea Bar sur le thème de Final Fantasy XIV, le Dragon Quest Café, le Fate Grand Order Café de Sega. Ce sont généralement des lieux préexistants qui sont redécorés temporairement aux couleurs des licences, en marge de la sortie d'un jeu ou d'un événement majeur. Et Final Fantasy XV avait même complètement intégré cet aspect dans sa communication, puisqu'il y a eu un partenariat avec le chef et star de la télévision, Jamie Oliver, qui a proposé des plats issus du jeu pendant une semaine dans un de ses restaurants les plus célèbres à l'époque, le 15. Et Capcom ne déroge pas à la règle, puisqu'il existe évidemment un bar Monster Hunter où l'on peut commander les plats qui sont modélisés en jeu. Et si les produits dérivés sous forme de nourriture ont toujours fait partie de l'industrie, je pense notamment au partenariat entre Pokémon et Kellogg's à la fin des années 90, ou encore entre Pokémon et Domino's Pizza, ou plus récemment entre Final Fantasy XV et Cup Noodle, la représentation de la nourriture fait de plus en plus partie d'un plan marketing, que ce soit au travers des livres de recettes officiels qui sont apparus ces dernières années, ou par les pop-up stores qui se sont ouverts. Et ce n'est pas le livre de cuisine officiel Monster Hunter lancé en avril dernier au Japon qui dira le contraire. Manger les plats issus des jeux vidéo a pendant longtemps été un fantasme de joueurs et de joueuses. Et je me souviens d'un magazine de jeux vidéo que j'avais acheté il y a longtemps qui avait dédié plusieurs pages d'un de leurs numéros à faire un classement de la nourriture dans les jeux vidéo. Et parmi ce top, il y avait les pack gum de Pac-Man qui apparaissaient, aux côtés des fruits Wumpa de Crash Bandicoot et du One Up de Super Mario. C'était dans les années 2000, et je ne peux pas m'empêcher de repenser à cet article en souriant, en voyant aujourd'hui à quel point la nourriture dans les jeux vidéo s'est diversifiée, et voir que ce fantasme est aujourd'hui devenu quasiment réalisable, eh bien moi, ça me met en appétit.